J'aimerais d'abord parler sur deux points. Je vais parler à l'armée et je vais parler au sujet de Sylvanus Olympio. À l'armée, ce que j'ai à dire, c'est que si vous prenez votre responsabilité aujourd'hui, il n'y aura aucune chasse à l'homme au Togo. Vous redressez le pays, vous remettez le pays en ordre et tout va aller bien. Cet argument selon lequel on est en train de vous harceler, c'est pour ça que vous ne prenez pas vos responsabilités. C'est un faux argument. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas compris la profondeur de notre problème. Vous ne comprenez pas ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est la paupérisation continue. Nos populations dans les villages sont plus pauvres qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. À cause de votre irresponsabilité. Vous êtes là à dire que c'est parce qu'on vous insulte, c'est parce que vous avez peur, que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Ça, c'est grave. Sachez que si aujourd'hui un militaire togolais prend le pays en main, tout le pays va se mettre derrière lui. Sans distinction. Donc, on n'a qu'à laisser ces arguments-là. Moi, j'ai mes frères dans l'armée aussi, mais à eux, je leur dis ce que je suis en train de vous dire là. Ce que vous faites là, en disant que c'est parce qu'on vous dit ceci, que comment quelqu'un dit quelque chose, on vous insulte, que vous ne prenez pas vos responsabilités, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de dire au sujet de l'armée. Aux militaires, vous ne prenez pas vos responsabilités. C'est ça le problème. Retournez cela pour dire que c'est parce qu'on vous insulte que vous faites du mal, mais ça c'est grave. Vous n'allez que vous enfoncer. Et le temps est en faveur du peuple. Le temps viendra où les comptes seront réglés, que vous le vouliez ou pas. Et prenez vos responsabilités, c'est tout. Prenez vos responsabilités, dirigez le pays. Qu'un militaire sorte, qui se comporte comme Ibrahim Traoré, et vous allez me dire que qui ne va pas le suivre au Togo? Quelle que soit l'origine ethnique de la personne, qui sort et qui veut faire le travail, les Togolais vont le suivre. Ça, c'est d'emblée. Ce n'est même pas discutable. Deuxièmement, au sujet de Sylvanus Olympio, on ne peut pas passer par perte et profit ce qui a été fait à Sylvanus Olympio. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir 60 ans et vouloir qu'on dise que vous avez les mêmes responsabilités que celui qui a fait 5 ans, même s'il avait fait des fautes. Encore que ces fautes-là, on peut prouver que c'est compréhensible. On a suivi les Ajavon au Togo pendant très longtemps, qui étaient là pour marteler, pour détruire l'image de Sylvanus Olympio. Après plus de 50 ans de règne, on va continuer par dire que ce que Sylvanus aussi avait fait du mal. Mais nous, après 50 ans, 58 ans de règne, ce qui a été fait, on n'a qu'à comparer ça à ce que lui, il avait fait. Qu'est-ce que lui, il avait fait? Déjà, en 61, on a tenté de lui faire un coup d'État. En 63, on le tue. Et dans 2026, on va être là en train de dire que ces fautes sont comparables à nos fautes. Et qu'on n'a qu'à passer par perte et profit, tout ça là. Que nous le voulions ou pas, l'histoire est telle que les choses qui doivent être dites seront dites. Ça sera fait. C'est l'histoire qui est comme ça. Au lieu qu'on arrête rapidement et qu'on se ressaisisse pour se dire il faut qu'on aille à la réconciliation vraie en reconnaissant ce qui a été fait de mal, on continue par dire non, lui aussi avait fait du mal. Quel mal il avait fait? Qui dépasse les 58 ans de règne. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Qu'on le veuille ou pas, que nous essayons de... on ne dise pas la vérité à nos frères militaires ou pas. La vérité sera dite un jour. Elle sera dite malgré nous. Merci. Ouais, monsieur Joseph, vous voyez, c'est juste une information que j'ai envoyée. Mais... Oui, ok, merci. Voilà, vous devez savoir que c'est ce qui se passe. Au fait, quand le père de l'indépendance, lorsque il a été assassiné en 1963, c'est Nicolas Gruniski qui a pris le pouvoir. Je pense que lui aussi, il a fait 3 ans. Avant que Yadema ne vienne au pouvoir à 67. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. La racine, ce qui s'est passé depuis le temps de Sylvanus Olympio,
Et qu'aujourd'hui, Yadema a pris le pouvoir. Quand Yadema a pris le pouvoir, il a dit quoi? Le pouvoir est venu chez vous. Donc ça veut dire que s'ils laissent le pouvoir partir, ils auront des problèmes. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient vécu là, ils vont vivre la même chose. Ça fait que les gens, c'est-à-dire que je vais prononcer le nom, les Kabyas ont dit que eux autres, ils préféreraient la paix que l'argent. Même si ils veulent les millions, ils veulent toute la richesse du pays, ils peuvent prendre. Mais eux autres, ils voudraient la paix. Mais avant de chercher cette paix-là, ça fait que le régime de Gnassingbé, ils ont continué de faire le mal, en continuant de faire le mal, jusqu'à, ils ont fait le mal, arrivé à un point, eux-mêmes, ils ont peur que s'ils tombent là, c'est-à-dire que ce mal-là va retourner contre eux. Donc, ils continuent, ils persévèrent dans le mal. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire, selon ce que j'ai appris, est que si nous voulons réellement que le pays là, l'armée puisse intervenir, il nous faut obligatoirement une assise nationale. Il nous faut une assise et bien parler, même s'il faut faire des alliances, on fait des alliances, on laisse tomber tous les crimes qui s'est passé depuis 1967 jusqu'à nos jours. Et y compris aussi, on laisse aussi tout ce que ce qui s'est passé de 1960, même avant 1960, de 1958 jusqu'à 1967. On laisse tout tomber, on prend c'est-à-dire qu'on prend le problème du pays à zéro. C'est tout comme tu achètes un nouveau portable, et c'est tout comme tu achètes un portable, tu as mis beaucoup de choses dedans, et que tu formates et puis ça revient à zéro. Voilà, voilà le problème du régime. Parce que moi, quand j'ai eu à appeler plusieurs milices du RPT Unir pour leur menacer, parce qu'on avait reçu pour dire qu'il faut les appeler. Presque eux, tous que j'ai appelé, tous me connaissent. Et tous me traitaient comme que je ne suis pas intelligent. Ils pensent que je suis Kabien et que c'est toi qui es le Kabien qui n'est pas intelligent. Tu es à l'extérieur et tu soutiens. Tout c'est ce qu'ils disent. Donc pour eux, protéger, c'est-à-dire que tout ce qu'on leur a dit, jusqu'à présent, ça marche dans leur tête. Donc c'est le problème du pays. Et en plus, je vais finir par dire que ce n'est pas toute l'armée. Hein. C'est-à-dire que c'est un noyau. Ils ne sont même pas nombreux. C'est juste un noyau qui est à Pia. C'est ce noyau-là. C'est là viennent toutes les décisions. Voilà. C'est là viennent toutes les décisions sur la République. Ils prennent leurs décisions là-bas. S'il dit telle personne, il faut l'enlever, il l'enlève. S'il dit telle personne, il faut le mettre en prison, il le met en prison. Dès que la décision vient de là, ils partagent ça et puis tout le monde exécute. Donc celui qui n'exécute pas, il s'unit et puis il enlève. Donc voilà ce qui se passe. Donc si nous voulons que réellement l'armée agisse là, voilà ce que je suis en train de dire. Voilà, je ne dis pas parce que je suis d'accord avec la personne, mais voilà ce qui se trame au sein de l'armée avec les hauts avec les hauts gradés. Voilà. Même eux autres se disent, si aujourd'hui nous tombons, vous devez savoir que nous allons perdre tous nos biens. Donc nous sommes dans l'obligation de maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir pour garder nos biens. Voilà. Donc la seule chose de dire, on ne va pas, il y aura plus chasse aux sorcières, il y aura plus chasse à l'homme, on ne va pas, nous n'allons plus vous poursuivre, on vous laisse tout, on vous pardonne et nous allons reprendre à zéro, on va construire le pays là ensemble. C'est ce qu'ils attendent, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, mon jeune frère. C'est pas un dialogue. Je voudrais t'encourager, nous encourager, toi et moi, nous sommes de la même région, je suis du Nord aussi comme vous, et je sais exactement ce qui se dit là-bas. Et moi, je voudrais simplement encourager les militaires courageux à prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas aussi tomber dans le piège des manipulations de ceux qui ont le pouvoir en main. Comme tu l'as dit, les gens, le noyau, les faucons de pierre là. Faut pas tomber dans leur piège parce qu'ils manipulent tout le monde. Ils manipulent tout le monde alors que le pays est en train de s'enfoncer. Ils manipulent mais ils ne font rien. Si je parle à eux, si vous avez pris le pouvoir parce que vous étiez tribaliste ou bien que vous voulez sauver le peuple kabien, qu'est-ce que vous avez fait à Kara? Qu'est-ce que vous avez fait à Kara? On pouvait quitter Lomé pour venir se fréquenter dignement à Kara. On pouvait quitter Lomé pour aller se soigner à Kara si vous êtes aussi tribaliste que vous le dites.
Vous n'aimez même pas votre population. Vous acceptez simplement de vous enrichir et vous utilisez le cabiai pour dire que le cabiai, c'est les autres vous détestent, les autres vous ont fait ceci. Si on veut s'asseoir pour discuter effectivement, qu'est-ce que les autres ont fait aux nordistes? Est-ce qu'on connaissait les nordistes et les sudistes? Est-ce qu'on se connaissait? C'est le colon qui nous a amenés dans les années 20, il n'y a même pas longtemps. C'est le colon qui nous a ramassés au nord pour nous amener au sud. Et on va dire que les sudistes ne nous aimaient pas et on se connaissait où pour ne pas nous aimer? On avait quoi en commun? Rien. Donc, c'est le colon qui nous a amenés, il nous a fait travailler dans les travaux forcés nus pour montrer combien nous étions sauvages, pour créer une mentalité au sud. Et ça, maintenant, on va utiliser ça pour dire que les sudistes ne vous aiment pas. Combien de temps vous êtes restés ensemble pour qu'ils ne vous aiment pas? Est-ce que vous voulez... Mais on n'est pas obligé de les aimer non plus. C'est le colon qui nous a amenés là-bas et nous a traités comme des animaux devant eux. Bémélaon, ce n'est pas le fait du sudiste lui-même. C'est le colon et c'est l'Allemand qui a fait ça. Il savait très bien comment au nord on détestait l'Occident. Et quand on parle de Sylvanus Olympio, vous savez très bien qu'il y avait beaucoup de cabiais qui étaient des cuitards et des juventos. Les martyrs de Pia, c'était qui en 57? C'était des cabiais que le colon a fait tuer. Pourquoi? Parce que justement, il fallait créer une mentalité à Kara pour dire que les cabiais ne sont pas pour l'indépendance. Alors que il n'y a rien de plus faux que ça. Hein? Olympio vient, il y a des moments au pouvoir, il exécute exactement ce que le colon a voulu qu'on fasse, le tribalisme. Et on va nous dire que les sudistes nous ont fait ceci. Nous, on a entendu ça. Toi, tu es jeune. Nous, on a entendu ça en grandissant à l'occasion du 13 janvier, les discours qu'on faisait tout ça là pour nous manipuler au nord. Au point même où on est arrivé à croire que le mot applaudir là, c'est grave pour nous. Alors qu'il y avait des applaudis veut dire liberté. Il y avait peut-être un autre vocable pour le dire chez nous au nord, mais ça ne voulait rien dire de spécial. C'est Adema qui a manipulé et nous ne devons pas rester dedans. Aujourd'hui, ce que nous sommes devenus là, ce n'est pas ça. On vous demande, vous avez fait tout ça là pour ceci. Qu'est-ce que nous sommes? Pas d'hôpitaux à Kara, pas d'hôpitaux à Niamtougou. Sokoré n'en parlons. Sokoré est devenu encore, mais c'est pas possible. Hein? Est-ce que c'est ça la gestion? Des manipulateurs qui veulent s'enrichir, envoyer leurs enfants ailleurs. Nous, on est à Kara là-bas. Moi, je suis de Tchébébé. Dans les villages là-bas, on était bien dans nos plantations. Ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. La pauvreté, c'est grave. On ne peut pas permettre cela pour dire que les autres ne vont nous faire quelque chose. Ils vont nous faire quoi? Est-ce que c'est eux qui sont venus nous prendre? C'est le colon qui nous a amenés chez eux. Et le colon nous a amenés. Vous savez, il faut retenir ça. Les nordistes ont souffert des travaux forcés. On était pressés de chasser le colon, plus que le sud. Parce que les travaux forcés ont fatigué nos parents. C'est pour ça que quand les gens demandent est-ce que les gens au nord étaient pour l'indépendance, les gens étaient au nord pour l'indépendance plus qu'au sud. Parce que nous souffrions. On faisait marcher les gens de Dapan à Lomé. Et on leur donne un temps, vous devez transporter ceci, amener. Et vous devez retourner. Si vous n'arrivez pas, on vous tabasse, on vous fouette. C'est comme ça que nos parents, nos grands-parents ont souffert. Et vous allez croire qu'eux, ils ne comprenaient pas comment il fallait chasser le blanc. Merci. Soro, je peux dire un mot. Oui, attendez d'abord, attendez. Yemi de Souza a patienté plusieurs minutes, quoi. Donc, on va permettre Yemi de Souza, on va lui donner la parole. Après, on revient sur vous. Et comment l'appelle-t-on? Nos invités, c'est Joseph Takeli, Rufin Ganda. C'est eux qu'on a invités. Et celui qui a des questions à les poser, la personne peut faire son demande. Donc, si au cas où il y a des demandes, et ceux qui ont déjà parlé, je peux vous, si au cas où il y a des demandes, je peux vous descendre et faire monter des nouveaux demandes. Donc, Yemi, vous êtes là? Ok, triste, il faut gérer ça, quoi. Yemi, allez-y. Merci. J'ai entendu l'intervention de Rufin et j'ai aussi entendu l'intervention de Joseph.
Je rappelle que nous avons toujours eu des désaccords, mais nos désaccords parfois se sont mal tournés aussi. Mais ce soir, on est en train de parler beaucoup plus apaisé. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Et qu'on va essayer de régler nos désaccords de telle sorte que nous puissions quand même trouver une solution à la question de l'armée. C'est cette question au fond qui empêche, qui nous empêche d'aller de l'avant. J'ai entendu Joseph développer l'idée que si les Nyansibé étaient vraiment des tribalistes, ils allaient développer Kara. Justement, ils n'étaient pas des tribalistes. Parce que s'ils étaient des nationalistes, ils allaient développer Kara. Parce que ce qu'on appelle le tribalisme chez nous, en Afrique, c'est la même réalité qu'ailleurs on appelle le nationalisme. Et quand les nationalistes s'emparent du pouvoir, c'est pour développer chez eux. C'est pour refuser que leur richesse ne sert l'autre. Et donc, les Kabyles, pas les Kabyles, les Nyansibé ne sont pas des nationalistes, ne sont pas des tribalistes. Ce sont des gens, je vais dire, d'une cruauté sans pareil. Maintenant, comment faire de sorte que l'armée puisse prendre le pouvoir, comme on dit aussi que les militaires ils ont peur que si jamais les Nyansibé tombent, il va y avoir des règlements de compte. Comment faire de sorte que l'armée ne puisse prendre le pouvoir ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? Pourquoi je dis ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? Parce que je suis persuadé que si les Nyansibé étaient des tribalistes comme on le croyait, comme les gens le disent, et s'ils gouvernaient avec l'armée et qu'ils gouvernaient avec le peuple kabyle n'allait pas accepter manquer d'eau, manquer d'hôpitaux, manquer d'écoles, manquer de soins de santé, manquer de tout. Jamais. Donc comment faire de sorte que l'armée au Togo ne puisse prendre le pouvoir ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? C'est ma question. Et cette question, je la pose plus à M. Ruffin. Puisque M. Ruffin, lui, il est persuadé qu'on ne peut rien faire avec cette armée. Est-ce à dire que le peuple kabyle lui-même ne peut rien faire avec cette armée aussi? Je ne crois pas. Donc, mais je pose la question plus à M. Ruffin qu'à M. Joseph Takeli, avec qui je vous ai déjà rappelé. On a beaucoup réfléchi sur la question. Pas pour 1 heure, pas pour 2 heures. On a passé des jours. Et chaque jour, quand on s'attrape, c'est plusieurs heures sur laquelle on réfléchit. Et donc, voilà, je pose la question à M. Ruffin. M. Ruffin, croyez-vous que l'armée togolaise ne peut pas prendre le pouvoir ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? Merci. Monsieur Ruffin, allez-y. Vous avez la parole. Merci, mon frère Yemi. Les Kabyles ne forment pas seul le peuple togolais. Hein. Donc, le peuple togolais est composé de plusieurs ethnies. Même si la majorité des soldats est Kabyle, ça ne veut pas dire que les Kabyles seuls vont libérer ce peuple. Je ne pense pas. L'armée, vous me regardez l'armée que nous avons. Nous avons eu des occasions, plusieurs occasions pendant lesquelles l'armée pourrait saisir d'une de ces occasions au moins pour libérer le peuple. Ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui peut nous diagnostiquer le mal de cette armée? Pourquoi cette armée ne réagit pas? Pourquoi elle ne veut pas faire comme les autres armées dans la sous-région? Pourquoi elle ne veut pas être républicaine? Tout simplement parce que je pense que l'armée est acquise par la famille Gnassingbé. L'armée a été créée par le père Gnassingbé et cette armée est acquise à cette famille-là. Donc cette armée-là est soumise à cette armée-là, à cette famille-là. Donc comment faire maintenant pour changer cette armée? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Je ne suis pas le spécialiste pour trouver la solution. Ce que je vois, ce que j'observe, c'est que cette armée que nous avons là, elle n'est pas comme les autres armées dans le monde. Elle n'est pas comme l'armée au Burkina Faso. Elle n'est pas comme l'armée au Mali, au Niger. Il a fallu seulement que dans les 3 pays que je viens de citer, qu'il y ait une petite révolution, que les gens se lancent dans la rue et que l'armée a soutenu le peuple et c'est fini. Mais combien de fois le peuple togolais ne s'est pas jeté dans la rue depuis 90 récemment en 2017 avec Achadam, avec toutes ces occasions, mais l'armée n'a pas réagi. Donc ça prouve que cette armée-là, il y a quelque chose. Elle est soumise. Donc, raison pour laquelle moi, je ne compte pas. Moi, je dis sincèrement, je ne compte pas sur cette armée. Et je ne dis pas que peut-être qu'elle va pas changer un jour. Peut-être qu'elle va nous surprendre. Mais moi, je voudrais miser sur le peuple. Je voudrais travailler le peuple. Je voudrais sensibiliser le peuple sur le bien fondé de la lutte que nous menons. Sensibiliser le peuple pour pouvoir déconstruire la peur
et continuer par sensibiliser jusqu'à ce que le déclic un jour puisse se produire et qu'on puisse renverser le système. C'est ce que je pense. Bon, je vais revenir aussi à la question de comment on appelle d'amnistie encore, parce que ça me tient vraiment à cœur aussi. Mon grand frère Justin Kilia disait que si je revenais au pays avec l'amnistie, je pourrais continuer la lutte. Vous savez, en 90, après la confédération, lorsque l'amnistie générale a été prononcée, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, beaucoup de nos frères qui étaient revenus de l'exil, de la diaspora qui étaient revenus, mais comment ils ont terminé? Comment ils ont terminé? D'autres ont été assassinés, d'autres ont été encore poursuivis, ils étaient obligés de fuir, d'autres étaient obligés de se rallier au système. C'est ce qui a produit, c'est ce que nous avons eu de cette amnistie. Quand nous parlons encore aujourd'hui d'amnistie, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé dans les années 80, ça serait toujours la même chose. Aussi longtemps que le pouvoir aura la force, aussi longtemps que le pouvoir aura tout à sa disposition, et qu'il y aura toujours des gens comme nous, comme toi, Takeli, comme tous les autres, qui diront que le système, ce n'est pas bon, nous voudrons qu'il y ait un changement. Ce système-là, s'il prononce une amnistie, nous allons toujours continuer, il va encore nous remettre en prison. Donc, la solution, c'est d'en finir avec ce système. L'amnistie n'apportera rien du tout pour nous. Ça n'apporte rien. On va encore jeter les gens en prison. On va nous tendre des pièges. Les gens vont revenir de la diaspora n'importe où, croyant que le pouvoir est sérieux. C'est là où ils vont commencer par s'attaquer aux gens. C'est là où ils vont commencer par assassiner les gens l'un après l'autre, comme ils ont fait dans les années 90. Et c'est là où vous allez voir que nous sommes tombés dans un piège. On ne peut pas accorder cette chance-là à ce système. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Aussi longtemps que nous serons toujours dans la dictature, le système ne peut pas prononcer une amnistie pour libérer ceux-là qui luttent contre lui et que les gens vont continuer par lutter. Ils vont encore les jeter en prison. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. En ce qui concerne maintenant encore l'armée, il y a mon frère Abraham qui aurait dit quelque chose. Si l'armée ne prend pas sa responsabilité, même si nous savons que l'armée, elle est acquise, et qu'elle ne veut pas prendre sa responsabilité. Elle nous donne des raisons que l'armée, elle a peur, si elle prenait sa responsabilité, il y aura des comptes à rendre, mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est qu'ils sont des incapables aussi. C'est un faux problème. L'armée même voit comment le peuple souffre. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Qu'est-ce qui empêche ceux-là qui sont aujourd'hui devant cette armée-là? Qu'est-ce qui empêche ces gens-là aujourd'hui qui ont la capacité, la possibilité de réagir et d'entrer dans l'almanach historique du Togo, comme les autres l'ont fait dans la sous-région, d'agir comme ça? Qu'est-ce qui les empêche? Même si il y a quelque chose qui les empêche, qu'est-ce qui peut les obliger à refuser de poser cet acte-là, cet acte républicain, de poser cet acte patriotique pour libérer le peuple? Qu'est-ce qui peut les empêcher? Et dire que cette armée-là a peur que si un jour le peuple se libérait, le peuple va se venger. Mais ça, c'est un faux problème. Ce sont des irresponsables. Ils sont des irresponsables. Alors, ils ont une responsabilité. Ou soit ils se sacrifient pour le peuple, ils se sacrifient pour la patrie, ou soit ils refusent de se sacrifier, et lorsque le peuple va se libérer, nous allons régler les comptes avec eux. C'est ça, et nous allons régler ces comptes-là. Le mieux, c'est de réfléchir pour pouvoir réagir. Rufin, t'as perdu, hein? Non, je dis merci. Ah, il a fini. Alors, je peux... Oui, allez-y, Joseph. Rufin, il ne faut pas avoir une fixation sur le mot. Après Joseph, c'est Sedem. Il ne faut pas oublier Sedem. Sedem n'est pas encore. C'est Sami B là. Okay. Il n'a pas encore parlé. Ok, Joseph, on y va. Rufin, il ne faut pas avoir de la fixation sur le mot amnistie générale. Il faut savoir que c'est le moindre mal. On veut que le Togolais, quand il a l'occasion, il faut qu'il demande amnistie générale. C'est tout. Il faut le dire comme ça. Et demander, avoir une amnistie générale ne veut pas dire que vous allez arrêter de lutter. Qui est-ce qui a dit que si vous avez une amnistie dans votre pays, si vous demandez une amnistie à Fort Gnassingbé, ça vous empêche de lutter? Au contraire, ça vous permet d'aller lutter. Tu as parlé de ceux qui sont venus par amnistie et qui sont morts. Les Claude Amigamfi sont toujours là, non? C'est grâce à l'amnistie. Ce sont des rares personnes, ça. Bon, rares ou pas, bon, il y en a d'autres qui sont là, il y en a d'autres qui sont morts de leur propre mort, mais chez eux. Donc, on ne peut pas se cambrer sur un mot pour dire que pourquoi vous demandez l'amnistie? Ce n'est pas une compromission. Ce n'est pas une compromission, pas du tout. Ensuite, la question de Yemi.
Est-ce qu'on pense que... Est-ce qu'on peut... Quelqu'un peut me reformuler la question là, s'il vous plaît? L'armée Kabylie, c'est ce qu'il a dit? Les Kabyles qui J'avais sont posé dans la question l'armée. de savoir, Ouais. est-ce que l'armée peut-elle prendre le pouvoir, ne serait-ce que, parce que le mot ne serait-ce que, quand Ruffin fait sa réponse, il a omis ça, ne serait-ce que avec le peuple kabyle. Pourquoi je dis ne serait-ce que avec le peuple kabyle? Puisque le peuple kabyle souffre aussi. Ceci pour dire que c'est ce peuple kabyle qui fournit de soldats à l'armée. Est-ce que les soldats de l'armée sont si insensibles même à la souffrance de leur propre famille au point de protéger un dictateur contre la famille? C'est-à-dire le sang étant plus lourd que l'eau. Si l'armée, les soldats togolais sont insensibles à la souffrance du Moba, de Tchokossi, d'Evé, de Mina et de tout le reste, est-ce que les soldats kabyles qui sont dans l'armée, qui protègent le Nassimé, sont-ils insensibles à la souffrance du peuple kabyle? C'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir, ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle, l'armée peut-elle prendre le pouvoir au Togo avec le peuple, ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? C'est ça ma question. Est-ce que c'est possible? Oui. Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins l'armée prenne le pouvoir avec le peuple kabyle? Parce que si l'armée venait à prendre le pouvoir, ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle, on ferait un grand pas vers l'avant. Merci. Je voudrais tout d'abord dire que les Togolais doivent cesser d'avoir peur de parler Kabylie, Losso. Il faut parler de ça et il faut savoir que c'est des sujets de chez nous qui nous gangrènent et que nous évitons d'évoquer. Il faut en parler. En parler ne va pas empirer les choses. Il faut avoir la vraie connaissance pour en parler. Notre ennemi n'est pas une ethnie du Togo. Notre ennemi, c'est le colon français qui nous maintient dans l'obscurantisme et dans l'esclavage. Il faut que si on n'a pas encore compris jusqu'à ce point-là, on aura toujours le problème de parler de nos ethnies. Nos ethnies ne sont pas nos ennemis du tout. Ok, bon, ceci étant dit, oui, un Kabylie, bon, c'est que le peuple Kabylie et le peuple au nord du Togo a été manipulé, je m'excuse de l'expression, c'est réducteur, mais nous avons grandi là-bas et nous savons comment on nous a mis dans la tête que les autres sont nos ennemis. Si bien que même si le Kabylie militaire voulait faire le coup, il faut qu'il le réussisse aussi pour pouvoir éduquer autrement. Sinon, avec l'éducation, tu demandes si c'est avec l'appui du peuple Kabylie. Non, mais le peuple Kabylie, lui, il est là. C'est un peuple comme tous les autres peuples. C'est l'idée la tête qui donne l'impulsion de la démarche. Or, ça fait vous savez ce que c'est que 50 ans de domination d'un peuple? Ce que ça en fait, en lui disant que constamment que les autres là vont chasser du sud, vont vous faire du mal. C'est compliqué. Et donc, il faut que le Kabylie qui doit prendre, c'est que ce soit le Kabylie ou pas, on s'en fout. C'est qu'il prenne le pouvoir avec une vision claire. Je l'ai dit au début. Ce n'est pas une question de Kabylie, ce n'est pas une question de Kabylie qui prendrait le pouvoir ou pas. Le Kabylie peut prendre le pouvoir. Un militaire Kabylie éclairé, c'est ça le mot. Éclairé et qui comprend les enjeux, les vrais. S'il prend le pouvoir et qu'il veut gérer bien le pays, qui ne va pas courir vers lui? Qui ne va pas le supporter parce qu'il est Kabylie? Non, c'est une fausse question. Pardon, M. Sakeli, je ne veux pas vous couper, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en train de répondre à ma question? Bon, à moi, je ne l'ai pas bien compris. Parce que ma question est de savoir... Posez bien la question directement. Vous allez voulu m'éclairer, mais vous avez fait un discours. Ok, alors je repose la question. Oui. Est-ce que l'armée peut-elle prendre le pouvoir, ne serait-ce qu'avec le peuple kabyle? Bon, pourquoi ne serait-ce qu'avec si l'armée peut prendre le pouvoir, ça suffit. Le peuple kabyle, c'est pas important. Ok, pourquoi ne serait-ce? Pourquoi ne serait-ce? Parce que je constate que... des Kabyles où on va dire, vous allez supporter. Non, mais si un militaire prend le pouvoir, s'il veut prendre, il n'a qu'à prendre et faire la chose. Ok, là, vous avez posé une question qui me permet aussi de rebondir, de clarifier ma question. Oui. Pourquoi je dis ne serait-ce que? Parce que j'ai régulièrement expliqué que pour que l'armée puisse prendre le pouvoir, le coup d'État est quasi impossible. La seule chose qui est possible, c'est ce qu'on appelle la stratégie du fait accompli, c'est-à-dire le peuple qui prend la rue avec pour revendication l'intervention de l'armée, demandant qu'ainsi le départ du Fort Gnassingbé. Si les autres peuples, je remarque que les autres peuples du Togo ne veulent pas.
Le peuple dont je suis issu, par exemple, les éveillés ne souhaitent pas. Oui, les éveillés ne souhaitent pas vraiment. Ils ne veulent pas prendre la rue avec pour revendication que l'armée prenne le pouvoir. Ils estiment que ce serait la continuation du régime kabyle en place. Ils ne veulent pas. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis, est-ce que le peuple kabyle qui souffre, pourquoi ce peuple ne manifeste pas pour demander la fin du régime de Gnassingbé, pour changer ne serait-ce que de leadership kabyle, hein? Voilà le sens de ma question. Attends. Quel est le peuple qui est le plus barricadé, surveillé au Togo? Non, ok, cette question m'intéresse aussi. Ça voudrait dire que... Ben, c'est le peuple kabyle. Attendez, monsieur Joseph Kabyle. Non, c'est les faits. Donc, monsieur Joseph, vous êtes en train de me dire que le peuple kabyle barricadé, c'est pourquoi, au fond, il est absent dans les manifestations. Il est absent parce que si c'est parce que c'est barricadé seulement, ce serait peut-être en contradiction avec ce que vous avez avancé plus tôt. Attends. Ouais. Ne m'emmène pas sur un sentier Non, pour que ça satisfasse ta manière de présenter les choses. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Le peuple kabyle n'a pas la liberté de s'exprimer comme vous autres vous exprimez. Ok? Okay. Si vous êtes du Nord en général et que vous raisonnez comme moi, vous avez vite fait de fuir rapidement, sinon on vous tue. On vous tue. Aujourd'hui, ça va. Mais on vous tuait. Donc, quelle est la question que vous posez? C'est pas que le peuple kabyle ne comprend pas la souffrance. Je pense que la lutte, on ne la fait pas pour une ethnie, hein. C'est ça, c'est que... Bon, non, il faut y aller avec des arguments pour qu'on se comprenne et qu'on puisse en parler. Moi, je suis fatigué qu'on puisse, chaque fois qu'on occulte cette question-là, comme si quelqu'un cachait quelque chose, alors que nous devons avoir les faits devant nous pour apprécier. Bon, d'abord, il y a des gens à travailler sérieusement, à dire aux gens au Nord et au Kabyle que les autres sont leurs ennemis. C'est un fait. Quand vous dirigez un pays 50 ans et vous faites la même chose à un peuple, vous dites la même chose, qu'est-ce que vous voulez que le peuple la soit? Qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'amener à faire exactement ce que vous voulez. Et c'est ce que les Faucons font aujourd'hui. C'est ça qui maintient les Kabyles dans l'obscurité. Sokoré n'est pas Kabyle en général, mais regardez comment ils ont barricadé Sokoré. Est-ce que Sokoré peut bouger? Au moment où on faisait les manifestations à Lomé, moi j'avais des gens à Sokoré qui me disaient, mais voilà, les gens là, ils sont là, ils sont partout. Vous allez bouger par où? Quand vous savez ça, c'est pas utile de tourner autour de ça pour dire pourquoi les Kabyles ne sortent pas. Ok, Joseph, vous m'excusez, hein. Il y a beaucoup de Kabyles aujourd'hui dans la diaspora, comme on le voit. Il y a aussi beaucoup de Kabyles à Lomé. Est-ce à dire que le fait d'être Kabyle, même si on n'est pas sur son terroir, ça t'empêche de réfléchir? Parce que je sais que... Non, mais là, tu vas loin. Réfléchir, là, le mot, là, enlève-le, change-le par un autre. Parce que il y a mes parents aussi qui ne réfléchissent pas. Je connais mes parents qui soutiennent... Non, c'est pas ça. C'est généralement où nos discussions s'arrêtent parce que tu emploies de ces mots-là qui... Oh non, écoutez, Joseph, à aucun moment je ne veux offenser. Quand je dis ne réfléchisse pas, c'est que quand tu avais dit que si tu es du Nord et tu réfléchis comme moi, tu peux pas être là. C'est pourquoi je le reproduis. Oui, tu peux. Moi, je te parle, celui qui te parle là est victime de ça. J'étais au Nord, j'étais au Nord en 93 quand ils ont préparé le jeu. Alors, est-ce que ça ne va pas devenir personnel parce que non, on va te donner quelques exemples. Que c'est pas personnel, Joseph. C'est difficile. Je ne veux pas que tu arrêtes la discussion avec moi. Je dis que c'est difficile. Ok, c'est bon. C'est bon, on peut arrêter. Non, moi, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit qu'on doit arrêter. Hein. Je n'ai pas dit ça. Oui, Joseph, on va revenir. Comme il y a d'autres personnes là, on va juste les passer la parole et on va vous revenir. Voilà. Monsieur Samy, allez-y, on vous écoute 3 minutes pour qu'on puisse relancer le débat. Bonsoir les amis. Bonsoir Joseph, bonsoir Rufin, bonsoir Belle, bonsoir Bram, Yemi et tous les autres amis. Bon, j'ai écouté un peu le débat, je voulais intervenir sur certains points. Bon, j'ai obtenu satisfaction quand j'ai entendu Rufin rebondir sur la question. C'était surtout à mon ami Joseph qui insistait quand il interpellait Rufin en disant que s'il rentre au pays, peut-être grâce à la loi, grâce à une amnistie,
il pourra peut-être mieux faire le combat. Et moi, ça m'étonne que ce soit Joseph qui le dise. Et je pense que Ruffin vient de te rappeler. Hein, si Ford nous laisse rentrer pour faire le combat, il sait qu'il va perdre le pouvoir. Il ne le fera jamais. Donc, autant démissionner. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Non, mais c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas l'amnistie. C'est ça. Alors, il ne faut même pas l'encourager, mon cher Joseph. Nous devons faire le combat de se libérer. On arrache la liberté en luttant. Vous voyez? Et en n'allant pas quémander une certaine amnistie. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà, je ferme la parenthèse là-bas. Je reviens sur le problème de l'armée. Moi, je voulais dire que le problème de l'armée l'armée togolaise est à l'image de ce que nous vivons au Togo. Ça veut dire il y a un verrouillage global, total et systématique. Vous voyez? Ce que le régime fait au niveau des civils, c'est la même chose qu'il fait avec l'armée. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'au niveau de l'armée, puisque c'est l'armée même qui est, c'est la base même du pouvoir. C'est la base du pouvoir. Donc, comme Takeli, tu le disais, dès le départ, Eyadema, d'ailleurs, se vantait même en disant que c'est son armée. Il a créé cette armée. Vous voyez? Et quand tu insistais en parlant du Nord, vous voyez que disons que c'est nous les gens du Nord, nos frères qui se taillent la part du lion dans cette armée. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des Kabyais qui sont les plus nombreux, mais il n'y a pas que dans l'armée togolaise que des Kabyais. D'où je vais anticiper pour répondre à Yemi en disant qu'on ne peut pas réduire la libération du Togo en disant, en le circoncisant comme il est en train de le faire au niveau du peuple kabyais. Il s'agit d'une lutte du peuple togolais. Nous sommes dans une nation. Je connais un peu, c'est un vieux débat avec Yemi va te dire qu'on n'a même pas de nation, qu'on a des entités tribales. Bon, pour lui, le Togo n'est pas une nation. Je suis d'accord avec lui. Donc pour revenir, vous allez voir que, au fait, pourquoi on n'arrive pas à faire un coup d'État au Togo? Ce n'est pas... Si vous remontez dans le temps, quand l'armée, même Yadema a créé cette armée, avec une troupe majoritairement composée des gens du Nord, les officiers, les élites, par exemple, les premières élites de l'armée, c'était les gens du Sud. Tous ceux qui ont tenté les coups d'État ont échoué. Venons vers les années 90, où les gens du Nord ont commencé à prendre la tête de cette armée. Je vous rappelle qu'à la mort d'Yadema, en 2005, il y avait 9 commandements, c'est-à-dire 9 corps étaient commandés par des Bachars. Ils n'ont pas pu faire un coup d'État. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est reparti un peu entre les Kabyais, les Losso, les Mouba. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à le faire parce que l'armée est aussi autant verrouillée. Vous voyez? Et que, comme au niveau civil, toute une minorité nous gouverne, c'est comme ça qu'il y a une élite minoritaire qui contrôle cette armée. Et vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous avez vu, même il y a des Kabyais qui ont tenté. Bon, on dit que Katanga est en prison parce qu'il a voulu faire un coup d'État. Et nous savons qu'il y a même des Kabyais qui ont tenté. Donc moi, je pense que pour trouver la solution de l'armée, ça dit, comme le disait Ruff, il faut créer les rapports de force. Cette armée même, afin de libérer excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelait. Pour libérer ces petits soldats qui sont nos frères, qui sont Bassa, qui sont Évé, qui sont même Kabyais. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure. Vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes Kabyais, soldats, ne sont pas conscients quand ils vont à Kara, ou bien leurs parents les appellent qu'il n'y a pas de loi Kara, que leurs petits frères, il n'y a même pas d'emploi, et qu'ils sont obligés d'aller au Nigeria, aller faire du Zémidian, ou bien ailleurs, ou bien aller faire du métayage au Ghana. Donc, tout le monde est conscient, mais à partir du moment où l'armée est tellement structurée de telle manière qu'on empêche des gens de pouvoir, ou bien qui ne permettent pas. Parce que l'armée togolaise atypique, c'est pas une armée comme le Burkina, je l'ai toujours dit. Les gens, quand ils nous citent les exemples du Burkina, je sais pas, du Mali, mais c'est pas la même histoire. L'armée togolaise n'a pas la même histoire que ces armées. Vous voyez? C'est quelque chose qui a été créé au départ comme une milice. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment,
Je pense que si le peuple se mobilise massivement et que je sais pas quel mot utiliser, ça va perturber le commandement militaire et vous allez voir que tous ces jeunes soldats aujourd'hui qui sont quand même issus du peuple et qui sont aujourd'hui instruits et qui veulent agir mais qui n'ont pas, ça va désagréger l'armée et ces gens-là vont rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élite pourrie d'en haut qui tient cette armée pour des intérêts. Vous allez voir que dans cette armée, on a tout fait pour que chaque officier détienne une partie de l'économie. Si vous ne le savez pas, chaque chef de corps est pareil à une partie de l'économie togolaise. Donc on les a impliqués comme les civils, on les implique cette minorité pieuse. Et ce qui fait que aujourd'hui, vous voyez que pour faire un coup d'État quand même, il faut sans compter les systèmes de surveillance, tout ce que c'est tout un système. Et je pense qu'Olivier Ama en a souvent parlé. Il a décrit le fonctionnement de cette armée et beaucoup même qui connaissent de l'intérêt, qui sont des cabiers même en ont parlé. Donc voilà le problème qui est. Donc moi je vois que pour résoudre le problème, il faut mobiliser le peuple et à partir de là, tout le reste va se désintégrer de l'intérieur. Et vous verrez et que s'il le faut même, il faut que la population s'organise pour créer ce rapport de force qui va obliger l'armée à nous rejoindre la partie saine. Je dirais la partie saine de l'armée, rejoindre le peuple et conclure cette lutte. Donc, ne soyez pas dans ces fantasmes en pensant que, bon voilà, comme Yemi qui pense que il faut le peuple. D'abord, cette manière de raisonner est très réductrice et comme le disait Ruffin, l'armée togolaise n'est pas seulement composée que des cabiais, c'est vrai, ils sont nombreux. Mais ces gens aussi sont en otage comme le peuple. Vous voyez, est-ce que vous pensez que les Togolais n'ont pas envie de sortir? C'est parce que cette armée les tient, c'est parce qu'on les écrase, c'est parce que les gens ont peur. Si c'est que on a la liberté de sortir, je pense que 3-4 millions de Togolais sortiraient et pour exprimer leur ras-de-bord contre ce régime. Donc pour conclure, je dis que c'est vrai, c'est de très bonnes discussions et la seule possibilité qui nous reste aujourd'hui, c'est que tous les Togolais se mobilisent parce que ce régime a failli et ça s'est encore intensifié sous Faure qui a failli sur tous les plans. Vous voyez, le Togo n'a plus rien et puis donc ça doit interpeller. Là où je suis d'accord seulement avec Yemi, c'est que nous continuons à parler à cette armée, surtout aux jeunes. Moi, je compte beaucoup plus sur les soldats, ces jeunes de 20 ans, 18 ans, qui n'ont qu'un avenir, qui ont vu leur aîné dans l'armée après leur retraite, ils deviennent des gardiens, des alcooliques. Et aujourd'hui, vous verrez que il y a même pas quelqu'un qui fait 30 ans après l'armée qui puisse aujourd'hui payer l'écolage de ses enfants ou bien envoyer son enfant étudier à l'extérieur, alors que les officiers, ils en profitent et à la fin, le petit soldat revient rejoindre le peuple. Samy, le peuple. Voilà. Okay, donc merci et je vous remercie pour me descendre à suivre. Okay, merci. On va passer la parole à Bikar Foul, mais avant de passer la parole à Bikar Foul, j'aimerais revenir sur le thème. Notre thème de ce soir, c'est sur le dialogue. Voilà, sur la question de l'armée, je pense que le prochain panel, le prochain live, on va vous inviter Joseph, Ruffin, Takeli et Yemi, voilà, pour discuter sur la question de l'armée. Mais monsieur Yemi, vous aurez l'occasion de répondre, voilà, quand monsieur Bikar Foul va finir. Bikar Foul, allez-y rapidement pour qu'on puisse relancer le débat sur le thème de ce soir. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir encore donné une fois la parole. Bon, ma motion, déjà, premièrement, j'aimerais dire merci à monsieur Ruffin qui dit qu'on n'a pas besoin d'amnistie, de discuter d'amnistie avec Faure Gnassingbé. Et je suis d'accord avec lui à 100% parce que discuter d'amnistie avec Faure, c'est le légitimer. C'est légitimer la 5e République selon moi. On n'a pas besoin de discuter quoi que ce soit avec Faure. Faure, il est illégal. On n'en a pas besoin. Tout ce dont on a négocié, c'est sur les réseaux sociaux. On l'a poussé à bout, il a libéré les gens sous condition. Donc, si on veut quelque chose, on n'a pas besoin de le rencontrer pour négocier quoi que ce soit avec lui. Parce que le voir en face, négocier quelque chose avec lui, c'est lui donner une légitimité. Et moi, je ne suis pas d'accord. Selon moi, je parle de moi en fait. Et Faure, il est
il n'est pas président du Togo, il n'est personne pour le Togo. Pour moi, il est un citoyen lambda, il est togolais, c'est juste. À ce moment même, il est juste un Togolais. Tout ce qu'il a, c'est l'armée qui le retient parce que il n'a aucune légitimité. Donc, on n'a pas besoin de négocier quoi que ce soit avec lui. S'il faut être renversé, tous ceux dont les casiers judiciaires ont été banalisés et injustement, ils auront leur casier judiciaire vide. Tous ces gens qui ont été attrapés arbitrairement, si on renverse fort, tous ces gens-là, ils auront leur amnistie et les gens vont rentrer et tout le monde va rentrer, tout le monde va bénéficier. Les gens auront leur casier judiciaire vide. Ça, c'est simple. Donc, aller discuter avec Fort pour dire amnistie les gens, c'est lui donner une crédibilité, c'est lui donner une valeur. Non, on n'a plus rien à discuter avec Fort. Comme le dit Satan, on ne discute pas avec les terroristes. Fort, il est considéré dans ce sens quelqu'un qui tue sa population et qui veut se maintenir au pouvoir à coup de force et changer tout ça là. Il n'a aucune légitimité. On ne doit discuter de quoi que ce soit avec lui. Soit il dégage, soit on le fait dégager. Merci. Et ma deuxième motion, ça va à l'endroit de monsieur Yemi Aladi. Monsieur Yemi. Monsieur Yemi qui dit comme quoi la plupart des Togolais du Sud ils ne veulent pas qu'on renverse fort, que la main prenne le pouvoir. Mais ça c'est archi faux. Ça c'est archi faux. Dans ce raisonnement. Be careful, il n'a pas dit ça. C'était une supposition. Il a dit comme quoi les gens du Sud ne veulent pas que les militaires prennent le pouvoir. C'était une supposition. Il a fait une supposition dans son argumentaire pour poser une question. Voilà. Voilà, ok. Si c'est dans ce sens-là, bah, à ça je voulais dire que maintenant, dans tous les pays où il y a une révolution, je ne connais pas aucun pays où l'armée n'a pas assuré l'intérim. S'il y a un pays où l'armée n'a pas assuré l'intérim, qu'on peut me le dire. Mais je sais que si même dans la rue, nous Togolais, on arrive à renverser fort, c'est les gens de l'armée qui vont prendre leurs responsabilités et tout ce que nous Togolais nous voulons, quoi qu'il advienne, que Fort dégage, si c'est l'armée qui vient, qu'il assure l'intérim et organise une élection pour qu'on retrouve dans la constitution de 92 pour qu'il y ait un président digne de ce nom. C'est tout ce que nous Togolais, du sud jusqu'au nord, je pense que nous tous, nous sommes unanimes sur le même sujet, que Fort dégage, que quelqu'un vienne pour assurer l'intérim et organiser un état de droit pour que nous tous Togolais, qu'on se retrouve les mains dans la main et que on puisse rehausser comment appelle-t-on, le visage de notre beau pays que nous a laissé le papa Sylvanus Olympio. Donc c'est ça, c'est ce que j'aimerais dire. Merci pour tout ce que vous faites. Et je pense que c'est... Merci bien, Be careful. On va revenir sur... Est-ce que je peux... Oui, Abel, patientez un peu, vous allez avoir la parole. Moi, je voudrais poser une question à nos deux panélistes. Nous parlons de mobilisation citoyenne et ce soir, là, le thème, c'est le dialogue. Et moi, je voulais poser la question. Mobilisation citoyenne et dialogue, quelle devrait être la voie que le peuple doit choisir entre le dialogue et la mobilisation citoyenne? Qu'est-ce que le peuple doit choisir? Maintenant, ceux qui vont choisir la révolution populaire ou bien ceux qui vont choisir le dialogue, comment est-ce que ces gens-là pourront collaborer ensemble? Doivent-ils collaborer ou bien doivent-ils se combattre entre eux? Je pose la question à Joseph et à Ruffin. Maintenant, si d'autres ont des arguments à ajouter, ils vont les ajouter. Après Joseph et Ruffin, Abel, vous aurez la parole. Merci. Ok. Bon, le dialogue. Donc, nous avons dit ça au début, mais je pense que beaucoup de gens sont venus après. Il faut poser la question, qui est demandeur de ce dialogue? La question là n'est pas répondue. Qui est initiateur? Qui veut qu'il y ait dialogue? Parce que nous sommes en train de parler en l'air. On ne sait pas si quelqu'un a déjà demandé ça. Moi, je pense que c'est un ballon d'essai que le pouvoir a lancé pour voir comment nous allons réagir par rapport à cette idée, parce qu'il sait que nous allons certainement rejeter le dialogue, parce que nous en avons fait plusieurs qui n'ont pas abouti. Donc, ceci étant dit, et compte tenu de notre passé, l'idée du dialogue n'est pas du tout ce qui va nous sauver, parce qu'on en a fait plusieurs. On a signé plus de combien d'accords? 28. Donc, le dialogue n'est pas à l'ordre du jour pour nous. 29. Nous avons dépassé ça. Nous avons dépassé cette étape-là. Et j'ai rappelé que
Les seules fois où le pouvoir de Gnassingbé a accepté de faire, de s'asseoir avec l'opposition, c'est quand il a le dos au mur. Il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait des raisons sérieuses. Le 5 octobre, la suite de ça, c'est la conférence nationale. Les accords cadres de Lomé, avec la nomination d'Agboïbor comme premier ministre, ça c'est 2006. Le mouvement Achadam, ça a permis aux opposants de s'asseoir avec la corruption de l'OUA, pardon, la CEDEAO, des Alassane Ouattara et tout ça là. Maintenant, c'est le M66. Ce qu'on doit analyser aujourd'hui, c'est de savoir de quelle façon le mouvement de l'année passée a impacté le système. Parce que si on est en train de vivre ce ballon d'essai là, c'est parce qu'effectivement, le pouvoir tremble quelque part ou bien souffre quelque part de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est de ça là que moi, c'est sur ça que je pense qu'on doit réfléchir. C'est que de quelle façon est-ce que le mouvement de l'année passée ont affaibli le système et qui cherche maintenant à discuter. Parce que je ne connais pas un opposant qui ait formulé la nécessité d'un dialogue. Je ne connais pas ça. Et je pense que c'est un ballon d'essai élaboré dans les laboratoires bleus pour voir ce que les Togolais pensent. Et s'il y avait une réponse claire à vous donner, c'est de vous dire que nous avons essayé tout et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un soulèvement populaire. Et c'est ce qu'ils veulent éviter. En parlant de dialogue aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent éviter. Parce qu'ils savent que la colère est en train toujours de monter malgré le cinéma de libération des gens. Bon, c'est vrai qu'ils sont libérés, mais ils sont toujours c'est une libération provisoire et ainsi de suite. Donc, c'est une mobilisation citoyenne populaire qui attend le peuple togolais. C'est à part ça seulement. Et toute action qui ressemblerait à ce qui s'est passé l'année dernière est ce qui nous reste à faire pour secouer encore le système. Si on secoue ça encore, puisqu'ils sont en train de trembler, vous voyez déjà que ce qui s'est passé l'année passée avait un impact. Il faut continuer comme ça. C'était une mobilisation populaire et citoyenne qui a eu lieu. C'est comme ça que je peux vous répondre. Mais je dois insister. Salomon a parlé, il est parti. C'est mon ami, avec sa méthode dictatoriale de parler, il dit, c'était une parenthèse, c'est fermé. Pour te dire, tu n'as plus rien à dire. C'est une dictature. Salomon, où que tu m'écoutes. Quand tu as parlé, tu as dit, c'était une parenthèse, elle est déjà fermée, pour m'empêcher de dire quelque chose. S'il vous plaît. Je prendrai ça à défense. Non, il va pas se fâcher. On se connaît bien. Il va sourire là où il est. OK? Donc, Rufin et Salomon, les mots qu'on utilise, vous ne devez pas être allergique à ces mots-là. Quand on parle d'amnistie, ça ne vous empêche pas de continuer par faire le mouvement. J'ai l'impression, je constate les gens dans les débats, ils disent c'est pas toi qui dois dire ça. Non, on donne l'information sur ce que c'est. Tout le monde ne savait pas ce que c'est que Amnistie Générale. Il faut qu'on le dise. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir non plus. Et si on dit qu'on peut, il n'a qu'à prendre une loi d'amnistie. Vous pensez que les politiciens des années 90, là, ils étaient bêtes. Quand ils faisaient des manifestations, une exigence, c'était une amnistie générale. Pour que tout le monde soit absous. Les prisonniers soient libérés et que les gens de la diaspora rentrent. Maintenant, quand on dit ça, vous dites que quand on dit ça, c'est comme si on caresse fort dans le sens du poil. C'est pas vrai. Il faut c'est une question de compréhension des mots maintenant. Quand on demande l'amnistie, c'est comme si on dit que Faure est notre président légitime. Non, il y a la légitimité et il y a l'effectivité du pouvoir. Qui a l'effectivité du pouvoir si ce n'est pas Faure? Il l'a. Mais les actes qu'il posera, on ne va pas les remettre en cause. C'est connu de tous les pays. Les lois d'amnistie qui a été adoptées par Issou Yadema, on ne va pas remettre ça en cause parce que le peuple togolais ne l'aime pas. Et donc, il ne faut pas tenir certaines positions, vous les maintenir, vous faites comme si celui qui dit ça là est contre vous. Je ne suis pas contre vous. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Rufin, allez-y. Non, merci, le grand frère Joseph Takeli. Quand un agneau accepte l'invitation au dialogue d'un loup,
Alors, il faut savoir que l'agneau là va se retrouver dans sa marmite. C'est-à-dire dans la marmite du loup. Je l'ai écrit la dernière fois. La dernière, pour ne pas dire, il y a une commission qui a été créée, la commission Vérité, Justice et puis Réconciliation, initiée par le pouvoir en place et dirigée par l'ancien archevêque Monseigneur décédé Bariga, qui a sillonné tout le Togo du sud au nord, de l'est à l'est, a recueilli des informations, des positions, puis a fait un bilan et a proposé une solution au pouvoir en place. Est-ce que le pouvoir a réagi? Ils n'ont pas réagi. Je l'ai dit avant, pour ne pas dire le début, depuis le début de ces débats, que nos frères, il y a des frères et sœurs de la diaspora qui proposent depuis 1 an une amnistie, une assise. Et c'est une main tendue au dictateur. Et le dictateur maintenant, comme il se sent un peu taquiné par la diaspora togolaise, avec des militants, des militants togolais qui l'ont secoué l'année passée, il prend cette main tendue. Et des partis politiques réagissent positivement à ce dialogue. C'est ça ce qu'il faut qu'on évite. Parce que un dictateur ne peut jamais vous proposer une amnistie et l'exécuter. C'est un piège qui nous tend. Et par le passé, on l'a vu. Donc, j'ai donné l'exemple aussi des années 90, après la conférence nationale, ce qui s'est passé avec la plupart de nos dirigeants, de nos frères qui luttaient. Et j'ai donné l'exemple aussi de ce que Mobutu a fait de ses opposants. Donc, l'amnistie là, mon frère, grand frère de Gesta Kelly, je comprends, je te comprends. Moi, je ne voudrais même pas qu'on en parle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner cette chance-là à Fagne Assingbe. On ne doit pas le réveiller dans ce sens-là. Parce que ça ne nous apporte rien du tout. On ne peut pas causer de ça avec Fagne Assingbe. Pas de dialogue. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un pouvoir qui a les armes sur la table. Il te dépose l'arme sur la table, il dit on va dialoguer. Alors, comment tu peux dialoguer avec quelqu'un qui dépose l'arme sur la table, il te regarde, il regarde dans tes yeux? Mais c'est pas normal. On ne peut pas dialoguer avec Fagne Assingbe. Il faut qu'on crée un rapport de force pour renverser ce monsieur. C'est fini. Le dialogue, c'est obsolète. Le dialogue, n'en parlons même pas. C'est comme aller aux élections. C'est comme nous avons refusé aux élections. Les gens qui vont aux élections, ils répètent, chaque fois ils ont les mêmes résultats. À chaque fois, ils vont les mêmes résultats. C'est la même chose, le dialogue. Donc, dialogue, amnistie, on n'en veut même pas. Nous allons renverser ce système et nous allons constituer, comment on appelle un nouveau Togo qui va amnistier tous ceux-là qui ont été injustement condamnés sans jugement, et c'est fini. Donc ce pouvoir-là n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Bien sûr, ce pouvoir est légitime sur le plan international. Oui, malheureusement. Mais pour nous les Togolais, ce pouvoir n'est pas légitime. Ce pouvoir n'est pas légitime. Donc, accepter, parler d'amnistie, c'est accorder une certaine chance à ce pouvoir-là, c'est essayer de légitimer quelque chose comme ça, ce pouvoir-là. Donc, c'est ce qu'on ne doit pas, on ne doit même pas en parler. On ne doit même pas en parler. On refuse ça. Ce que nous devons faire, sensibilisons le peuple. Continuons pas à sensibiliser le peuple, parler au peuple. Et c'est ce qui a été fait chaque fois. On envoie des informations au peuple pour que le degré de tolérance de ce peuple-là, ce degré-là soit bas, de tolérance soit bas jusqu'à ce que le peuple, là, le déclic un jour, va sauter et que nous allons renverser ce système. C'est ce travail-là que nous devons faire chaque fois. Dialogue là, il faut oublier ça. Ceux qui veulent le dialogue là, on ne les connaît, on ne va même pas les reconnaître. C'est comme les élections passées. On leur disait, n'allez pas aux élections. Passer les élections, c'est un piège. On a vu. Le dialogue aussi, c'est la même chose. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Joseph, je peux dire quelque chose à Monsieur Ruffin avant de vous permettre de parler. Oui. C'est comme si on ne se comprenait pas sur la notion d'amnistie. C'est comment on l'obtient. C'est comme la libération provisoire qu'on a eue au Togo ou bien la grâce présidentielle. On l'a obtenue comment? C'est pas à travers un dialogue. C'est la force. C'est le lobbying que certaines personnes ont fait, qui ont amené le régime à revoir sa position sur la question de certains prisonniers politiques. Et quand on dit qu'on ne veut pas l'amnistie, c'est comme si des gens sont capables aujourd'hui de dire fort, mais de ramener ceux qu'on a libérés en prison. Non, on ne peut pas dire ça. Et s'il y a une force
s'il y a une force qui amène le gouvernement à dire, eh ben, je libère tous les prisonniers, et ceux à qui on avait interdit de rentrer, je ne vais plus les poursuivre, mais il faut savoir que c'est une victoire d'étape. Il n'y a pas eu de dialogue entre les combattants et le régime. C'est la force qui a imposé ça. Et c'est une victoire d'étape. Il faut en parler pour expliquer aux gens que quand on parle d'amnistie, c'est pas aller négocier avec le pouvoir. Quand on parle d'amnistie, c'est de dire aux gens, si on peut libérer nos prisonniers politiques à travers telle ou telle action. On peut les libérer. Et que si on veut chercher le gouvernement, il nous faut aussi des victoires d'étape. La libération des prisonniers, c'est une victoire d'étape. L'amnistie, c'est une victoire d'étape. Moi, je suis convaincu que les prisonniers qu'on a libérés dehors pourront bien profiter à la lutte que dedans. Je suis convaincu de ça. Oui, mais les prisonniers libérés, ce n'est pas une amnistie. Oui, c'est un exemple. Vous ne voulez même pas d'amnistie. Oui. C'est un exemple que je donne en vous disant que le gars est illégitime, c'est vrai, mais il a l'effectivité du pouvoir. Donc, s'il peut libérer des prisonniers politiques et que nous sommes contents parce qu'on a eu nos frères dehors, nous pourrons aussi être contents si nous imposons une force qui va le contraindre à prendre des décisions pour amnistier des gens. Je te comprends. Mais les prisonniers qu'il a libérés, on est obligé des fois même, on est obligé d'expliquer d'autres prisonniers pour pouvoir les faire partir parce qu'on les a confisqué le passeport. Ceux-là il a libérés, il les a imposés, il y a un autre qui doit suivre, il les a imposés une manière de vivre. Vous voyez? Donc, Monsieur Ruffin, vous voyez, la lutte là, c'est comme au début, et Monsieur Joseph avait développé une chose. On a libéré des prisonniers politiques, les gens ont accepté ça et se sont tus. Les gens ne se sont pas encore mis ensemble pour exiger que on ne demande pas à ces prisonniers de venir se faire consulter et donner leur position et autres. Les gens n'ont pas fait ça. Les gens n'ont pas exigé qu'on donne les passeports aux prisonniers. Les gens ont juste accepté la libération et c'est déjà bon pour eux. C'est ça le problème sérieux. Quand on gagne une victoire d'étape, on se bat encore pour aller de l'avant. On a libéré les prisonniers. Ces libérations ne sont pas des victoires d'étape pour moi. Oui, mais je vais chuter, vous allez essayer de me comprendre un peu. On a libéré les prisonniers, c'est une étape. On impose que le régime qui a libéré le prisonnier cesse de poursuivre ces prisonniers dehors. On sort, on manifeste, on impose ça. On impose qu'on remet les passeports aux gens. C'est-à-dire on continue d'harceler le régime sur tous les plans. Mais c'est ce que certaines personnes ne veulent pas faire. Ils veulent attendre que les gens vont s'organiser et se lever un jour et chercher les gars. Mais ça se construit. Ça se construit. Et une des raisons qui va mobiliser les gens aussi à aller vers ça, c'est lorsque les gens verront ces victoires d'étape-là. Moi, c'est mon point de vue. Hein? Voilà. Donc, on repart dans le débat. Joseph, si vous avez quelque chose à ajouter, je vais être bref. Merci beaucoup, je vais être bref. Je connais Ruffin. Faut pas oublier Yemi avec Abel. Il voulait dire quelque chose. Avant. Je connais Ruffin et moi. Okay. Je connais bien Ruffin, on se connaît. Quand il a attrapé une idée, il n'en démord jamais. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il ne va jamais accepter. Et vous avez développé un aspect que les gens ne voient pas. Une décision d'amnistie se prend avec le pouvoir en place. On ne dit pas de cesser de lutter. Même vous dites amnistie, non, on ne va pas demander ça. Mais s'il peut accepter de donner l'amnistie, vous allez dire non, il ne faut pas qu'il donne l'amnistie. Lui-même ne veut même pas vous donner l'amnistie. Quand nous, on faisait les manifestations dans les années 90, une de nos exigences, c'est amnistie générale. Amnistie générale. L'amnistie, quand elle est adoptée, mais vous êtes libre d'aller au pays. Vous êtes libre de parler comme vous voulez. Il ne peut pas vous prendre encore, vous mettre en prison. Hein? Mais lui, il n'est pas prêt pour vous donner une amnistie générale. C'est pour ça qu'il préfère, il ne veut même pas donner une grâce présidentielle. Ce qu'il a donné tout récemment là, c'est une liberté provisoire. Hein? Il ne veut même pas prendre une décision qui est fondée sur une loi qui va donner.
Déjà, tu sais ce qui s'est passé avec nos frères de MO5 lorsque d'autres sont revenus au pays. Mais ça ne change en rien le contenu de l'amnistie. L'amnistie, c'est quelque chose d'important. C'est un exemple que je te donne. Non, mais ça ne fait rien. Une amnistie est nécessaire. Si par exemple, vous mettez 10 ans à combattre le système, et que entre-temps, vous avez eu une chance d'avoir une amnistie, tu préfères qu'on entende 10 ans quand vous aurez la force de le chasser? Qu'est-ce que l'amnistie au juste va nous apporter? L'amnistie générale vous efface les crimes. Vous rentrez au pays, on vous traque. Non. Attends. Laisse les gens parler. Non. Ok? Je ne vais pas changer de signification de l'amnistie ou bien de sa portée parce que ça ne te plaît pas. Je vois des gens dans les commentaires. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, tu vas parler. Il y a des gens dans les commentaires ici qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, qui suivent ce que tu dis. Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas accepter une amnistie? Parce que ce sont l'Assemblée générale, l'Assemblée du Fort Gnassingbé qui va signer ça, tout simplement, c'est tout. J'ai dit, on ne doit même pas parler d'amnistie. Moi, je ne voudrais même pas comprendre. Comment ça? La plus grande exigence dans ce genre de lutte, Ruffin, la plus grande exigence dans ce genre de lutte, c'est d'exiger une amnistie générale pour tous. Même si c'est lui qui est au pouvoir. S'il peut avoir la grandeur de vous apporter ça, d'accorder ça, accepter ça. Tu ne peux pas dire, on ne doit pas accepter une amnistie, on ne doit même pas demander une amnistie. Le gars est au pouvoir. Si on fait des pressions, la libération de ces prisonniers-là, c'est les pressions extérieures et les pressions du M66 qui a donné ça. Il faut continuer les pressions. Il arrivera un moment où il va dire, quelqu'un va lui dire quelque part dans les pressions-là, au moins il faut donner une amnistie, ça va apaiser les gens. Et vous allez dire, comme c'est lui qui donne ça, on ne va pas accepter. Non, moi je ne suis pas d'accord. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Je tenais à insister sur ça. Moi, je suis persuadé que nous sommes en train de nous engouffrer dans une chose qui ne va pas marcher. Nous devons continuer par... On s'accroche à des mots que moi j'ai voulu simplement clarifier. C'est pas comme... Et puis, il y a une façon de faire de l'amalgame. Quand on parle d'amnistie, tu fais comme si quand je dis ça, je suis pour le dialogue. Est-ce que c'est ça? Non, je n'ai pas dit que tu es pour le dialogue, parce que j'ai dit, il y a des gens qui ont parlé d'amnistie. Tu mets ces mots-là côte à côte, dans ton développement, et ça induit les gens en erreur qui pensent que moi, quand je dis l'amnistie générale est acceptable, c'est comme si je disais je suis d'accord pour un dialogue. Non, comment j'ai commencé par développer? J'ai parlé de ceux-là qui parlent d'amnistie et puis d'assises. C'est comme ça, c'est de là que ça a commencé. C'est de là que ça a commencé. Parce qu'il y a eu des gens dans la diaspora qui ont commencé par parler depuis 1 an de dialogue et d'amnistie. On ne peut pas dialoguer avec d'assises et d'amnistie. On ne peut pas accepter une assise avec le pouvoir en place et en même temps parler d'amnistie. Parce que ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là que nous voulons chasser. C'est ce pouvoir-là qui est à la base de tous nos maux. Donc ça sort encore avec ce pouvoir-là. Mais c'est pas possible. On n'a pas besoin de s'asseoir. On n'a pas besoin de s'asseoir pour l'amnistie. L'amnistie ne demande pas qu'on s'asseye. Tu me dis que j'associe les deux mots. Je vous ai donné l'exemple des années 90. L'amnistie était même votée, était même approuvée avant la conférence nationale. Oui, on n'a pas besoin de s'asseoir avec quelqu'un. C'est là où, comment on appelle, le jeune amoureux a été assassiné. C'est là où d'autres étaient obligés de fuir le pays et d'autres étaient obligés de se rallier au pouvoir.